Il y a des traces de pinceau. Ouais. Je trouve qu'il est réel. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Réel. Bonjour les amis. Ce matin, nous allons rencontrer Luc. Il est directeur des travaux publics de Saint-Urbain. C'est grâce à lui que vous avez de l'eau potable dans vos maisons. Il s'occupe aussi de surveiller la station d'épuration des eaux. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez vos questions. Comment l'eau usée se transforme en eau propre? Où prenez-vous l'eau? OK. Pourquoi certains tuyaux craquent? Une dernière peut-être? Comment fonctionnent les machines qui rendent l'eau potable? C'est noté. On embarque le pupitre et on y va. Salut Luc! Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien? Alors, je vous présente Luc. Luc est le directeur des travaux publics de Saint-Urbain. Luc, on est ici pour apprendre un petit peu sur comment fonctionne cette usine, comment elle fournit de l'eau potable à tout le village. Et plus tard, on va voir d'autres éléments d'infrastructure. On va certainement voir ce qu'on appelle le château d'eau, Julia, la source qui est un peu plus en altitude dans le rang Saint-Jérôme. Et enfin, on finira par les eaux usées et donc l'usine de traitement des eaux. Bon, ici, le nouveau puits à Saint-Urbain, ça fait environ 2 ans qu'on est en opération. Lui, son alimentation, c'est de l'eau souterraine. L'eau est à environ 300 pieds sous terre. Oui. Elle arrive ici on a des pompes à l'extérieur qui les acheminent dans les tuyaux. C'est ce qu'on appelle l'eau brute. Ça, c'est de l'eau non traitée. On ne fait pas de filtration, on fait pas de... Elle arrive ici avec aucun traitement. Elle est déjà potable. Nous, ensuite, elle continue dans nos tuyaux. Ici, on a une chloration. La chloration, je vais vous l'expliquer plus tard, mais ça consiste à vraiment, grosso modo, à garder une qualité d'eau quand on va l'envoyer vers le réseau. Ensuite, l'eau redescend et elle s'en va vers nos réservoirs qui sont souterrains. Les conduites mènent vers les réservoirs. Ici, on a 2 réservoirs principaux, plus un réservoir de pompage, qu'on appelle la cellule de pompage. Ici, notre puits sec sert vraiment à faire, on va parler de notre jeu de réservoir, c'est qu'on peut changer de réservoir au lieu de rentrer dans le réservoir 1, on peut rentrer dans le 2, on peut aller directement changer pour aller dans notre cellule de pompage. Ça nous permet de faire des travaux de maintenance, ce qui est du nettoyage ou des réparations quelconques. Et là, ensuite, donc l'eau, une fois qu'elle est dans les réservoirs, pour l'envoyer dans les conduites d'eau potable vers les résidences, on passe par les fameuses pompes de distribution. Ici, on en a 3. Eux, ils pompent dans la cellule de pompage. Ouais. Ici, on a 3, comme je disais. On voit qu'il y en a 2 plus petites, une qui est plus grosse. Les 2 petites servent vraiment à la consommation au niveau de la municipalité, remplir le réservoir, le puits de tête qui est Julia. Oui. On a la plus grosse, elle, c'est la protection incendie. D'accord. Elle, c'est vraiment elle qui va, si on tombe en incendie, puis elle ne partira pas nécessairement à tous les incendies. L'incendie mineur, une consommation faible, elle n'aura pas besoin de démarrer. Mais si on a un incendie majeur, on a besoin d'une grosse demande, c'est elle qui prend le relais pour la municipalité. Où prenez-vous l'eau? Luc, Oui! peux-tu nous expliquer où tu te trouves? Actuellement, je suis à l'alimentation d'eau de notre réservoir de tête qui s'appelle Julia.
OK, donc c'est la source qu'on appelle Julia. Oui, c'est là qu'arrive notre eau avant d'arriver dans notre bâtiment ici pour son traitement de l'eau. Nous, on a de l'eau ici qui arrive de façon gravitaire de la montagne. On a un puits dans la montagne. Puis ensuite, il est renvoyé à la municipalité de façon gravitaire aussi. Bon, je te laisse remonter, tu vas nous expliquer ça un peu plus. Oui. Donc ça, c'est un équipement de sécurité. Oui, c'est un anti-chute. Là, quand je vous parlais tantôt de notre arrivée d'eau, ici, on a de l'eau qui arrive de façon gravitaire de la montagne. Elle rentre par les tuyaux. Elle passe par notre réducteur de pression. Ça, c'est nos calculs d'eau qui arrivent. C'est notre eau qui rentre et toute l'eau totale. Ça, c'est un contrôle qu'on a. C'est une valve qui régularise le débit qui peut rentrer, puisqu'on a un maximum qu'on peut prendre ici. Fait que s'il arrive trop d'eau, par exemple en fonte de printemps ou en grosse pluie, c'est lui qui va diminuer la quantité d'eau. Donc là, on parle de l'eau qui arrive de la montagne, de la source elle-même. C'est ça. On s'assure qu'il y ait juste une certaine quantité d'eau de la source qui arrive ici dans le bâtiment. C'est ça. Nous, au niveau du ministère, on a des normes à respecter, fait que c'est elle qui nous permet de respecter les normes. Ensuite, c'est renvoyé dans... Il redescend dans notre chambre et il s'en va vers nos réservoirs. Puis, cette grosse barrique, Ça, c'est notre réservoir de chlore. On a ici, là, on voit la conduite. Ça, c'est nos pompes qui envoient du chlore justement dans notre réseau. Fait que l'eau qui arrive de la source, elle n'a aucun traitement, c'est une eau potable. ouais. Et elle, nous, on envoie du chlore dedans, dans nos réservoirs, pour ensuite qu'elle se rende dans le réseau de distribution. Le chlore, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il permet dans notre eau de rester potable tout au long de la distribution. D'accord. Parce que la qualité de l'eau ici est très bonne, mais ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'elle reste bonne jusqu'à la champlure, jusqu'à nos usagers. D'accord. Le chlore, lui, va toujours rester, on va dire, vivant dans l'eau. Et lui, s'il rencontre des éléments pathogènes, étant donné que les tuyaux de distribution peuvent avoir des fuites, il y a de la rouille, ils peuvent avoir divers éléments, c'est le chlore qui va les attaquer. D'accord. Donc même si l'eau du puits est naturellement potable, on met cette charge-là pour avoir cette assurance. C'est ça, tu sais, vous pouvez prendre, ici on a l'alimentation, justement, ça c'est de l'eau qui n'est pas traitée. Ok. Cette eau-là contient aucun chlore. D'accord. Ok. Mais elle est bonne à boire. Si vous voulez prendre de l'eau de Pâques, là, Ça en est. Tous les jours de l'année. ouais. Fait que Luc, voici le réservoir de Julia. Oui. En fait, c'est le réservoir qui sert de réservoir de tête à la C'est ça. municipalité. Ça, c'est le réservoir de tête. Ici, on a la chance, étant donné la géographie là, de Saint-Urbain, c'est que souvent, on va voir en ville là, ce qu'on appelle des châteaux d'eau. Le château d'eau. Ici, on n'a pas besoin de faire ça, étant donné qu'on a, on va dire, on a des montagnes, puis notre réseau de distribution se retrouve dans la vallée. Fait que notre château d'eau et notre réservoir de tête, qu'on appelle ici, se retrouve dans la montagne. Comme je le disais tout à l'heure, il est alimenté quand même par une source gravitaire. Puis lui, il renvoie l'eau d'une façon gravitaire aux usagers. Aux usagers. Donc Luc, ici, tu nous as parlé un instant qu'il y avait en fait de l'eau qui partait d'ici, donc de ces pompes, de nos réservoirs ici, et qui s'en va à Julia en haut. Julia qui est en fait le réservoir de tête, qui est comme un château d'eau. Ben, le réseau, comme on dit, le château d'eau, Julia, lui a une alimentation d'eau qui arrive de façon gravitaire. Donc il y a une source là-haut. Là. Il y a une source à Julia qui l'alimente. D'accord. Toutefois, Julia n'est pas capable de fournir à lui seul ou à elle seule la municipalité. Oui. Le réservoir a besoin de l'appui du réservoir qui est ici. D'accord. Non plus, Julia n'offre pas de protection incendie, ce qui se fait ici aussi. D'accord. Les deux travaillent toujours ensemble. Quand l'eau de réservoir de Julia baisse, elle envoie un signal au réservoir ici pour amener de l'eau. D'accord. Il reste que lui envoie quand même de l'eau au niveau de la distribution. Il fournit quand Aussi. même les usagers pendant que Julia se remplit. D'accord. Fait que c'est lui qui prend le relais à Julia. En cas de panne, au niveau de la télémétrie ou les ordinateurs, si les deux ne sont pas capables de communiquer ensemble, son système au nouveau puits ici est fait pour travailler sans Julia. Fait que D'accord.
Julia a besoin du puits principal, mais Oui. le puits principal n'a pas besoin de Julia. D'accord. Lui, dès qu'il perd le contact avec le château d'eau, Oui, il va fonctionner tout seul, il va distribuer tout seul, d'accord. sans se préoccuper de ce qui se passe en haut. Donc, on a un système ici qui est vraiment indépendant et qui est soutenu par un ancien système, en fait, qui a été mis à niveau, avec des réservoirs en haut qui servent de château d'eau. C'est ça. Est-ce que tu veux bien nous montrer la salle d'ordinateur? Oui. Donc, Luc, on est ici dans le bureau, on a un ordinateur et en fait, on peut contrôler toute la machinerie qui gère en fait la distribution de l'eau et ainsi de suite. Tantôt, on parlait là, que les réservoirs se parlent ensemble. Toute la logistique se fait là, sur cet ordinateur. On a le réseau qui est ici. Oui, Ensuite, on a notre distribution, fait qu'on parle des usines, des citoyens. oui, Puis on a le poste Julia. Fait que les deux travaillent ensemble au niveau de la distribution. Là, vous voyez la petite flèche qui bouge. Je peux la bouger soit avec ma souris, mais on a aussi un accès à un contrôle à distance. OK. Donc Donc, on voit quand je suis sur mon cellulaire, je suis capable de contrôler aussi l'ordinateur. d'accord. Si on a des problèmes, parce que l'eau potable, c'est 24 heures sur 24. Si des fois on est à la maison, on est hors du travail, on est quand même... on est mis en contact dès qu'il y a un problème ici au réseau d'eau. D'accord. Puis on est même capable de faire des ajustements à distance. OK. Comment l'eau usée se transforme en eau propre? On est de retour donc ici à côté de la station d'épuration d'eau. On a vu un petit peu comment fonctionnait l'eau potable de Saint-Urbain. Et là, on va avoir une explication un peu de qu'est-ce qui arrive quand l'eau est usée, quand elle arrive des maisons. Donc, qu'est-ce qui se passe en fin de compte quand les eaux usées partent des maisons? Bon, quand elles partent des maisons, ils sont acheminés ici par ce qu'on appelle un réseau d'égouts. Le réseau d'égouts, lui, c'est des conduites dentaires des tuyaux, on va y aller de la façon simple, qui amènent toute l'eau ici de façon gravitaire. Le système à Saint-Urbain ici est fait pratiquement à 100% gravitaire. L'eau, quand elle arrive ici, elle passe par notre station. On a un dégrilleur mécanique dans la station que lui enlève les gros résidus. OK. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape, c'est notre dégrilleur mécanique. C'est une machine elle est automatisée, puis elle retire les gros déchets. Ensuite, l'eau passe par ici et elle rentre dans notre étang 1. Ici, à la municipalité, on a 3 étangs. On a environ une capacité de 740 mètres cubes. L'étang 1, c'est là qu'il se passe le gros du traitement d'eau. Ce qu'on fait, on voit ici les bouillons dans les étangs. Ça, c'est de l'oxygène qu'on envoie pour nourrir les bactéries. Le traitement ici, c'est vraiment un traitement, on va dire, quand même assez naturel. C'est un traitement qui se fait dans les rivières, qui se fait dans les lacs, qui se fait partout. Nous, la chose qu'on fait ici, c'est qu'on fait juste l'accélérer en y envoyant de l'oxygène. On nourrit les bactéries qui, eux, se nourrissent des nutriments qui sont dans les étangs. Le but d'enlever les particules, c'est que, dans le fond, nous, si on enverrait l'eau comme ça au niveau de la rivière, c'est que la rivière, elle prend quand même une charge organique. Il y a quand même plein de bactéries et de pathogènes dans une rivière, mais la rivière, elle a une capacité de traitement. Si on enverrait la charge, l'eau directement, ce qui se passerait, c'est que tout l'oxygène qu'on envoie dans les étangs actuellement serait pris par la rivière et il ne resterait plus d'oxygène pour les poissons. OK. Puis pour les organismes vivants de la rivière, c'est là qu'on parle d'atrophisation. Là, c'est comme ça, des fois, on voit les lacs qui meurent à certains endroits. Si on envoie trop de nutriments, on va étouffer notre rivière. Le but de ça, c'est vraiment de permettre à l'écosystème de la rivière de rester, là, d'avoir le moins d'impact possible sur l'écosystème de la rivière. Donc, Luc, nous voici dans la salle des surpresseurs. Alors, ces machines servent à quoi? Ça, c'est des machines les petits bouillons qu'on voyait tantôt à l'extérieur. C'est eux qui vont amener de l'oxygène pour nourrir nos bactéries. Dans le fond, les surpresseurs, c'est des gros compresseurs. Oui. Eux, ils envoient l'air dans les conduites qui sont ici. On voit les deux surpresseurs qui sont encore ensemble. Puis ensuite, ça s'en va vers l'extérieur. C'est des tuyaux qui sont enterrés sous terre. OK. Puis qui vont alimenter là, nos aérateurs. OK. Et puis le tableau qu'on voit en avant de nous, là, ça sert à quoi en fait tous ces pitons puis toutes ces poignées? Ça, c'est notre panneau de contrôle de la station. Si on veut arrêter ou redémarrer les compresseurs, c'est par ici. Puis tout notre système aussi, la ventilation, les systèmes électriques, les dégrilleurs, toute l'électricité passe par ici. OK.
Maintenant, tu vas nous inviter à entrer dans le laboratoire et nous expliquer un petit peu comment est suivie la qualité de l'eau à Saint-Urbain. Oui. Avant de partir, je vais redécoller nos suppresseurs, étant donné que c'est des équipements qui virent 24 heures sur 24. Alors Luc, on est ici dans le labo. Puis là, on voulait parler quand même un peu de comment on fait pour vérifier la qualité de l'eau quand elle sort de l'usine. Ouais. Ben, nous, un des travaux qu'on a à faire, parce que c'est quand même beaucoup mécanisé ici, c'est de s'assurer d'un suivi auprès du ministère de l'Environnement. Nous, on a de l'échantillonnage à faire environ ici aux 2 semaines, ouais, mais quand même, à chaque semaine, à chaque jour, il faut passer quand même à chaque jour pour voir si tous nos équipements fonctionnent. On a des tests à faire d'oxygène avec des machines comme ça. Donc cette machine-là, elle vous sert à savoir quelle quantité d'oxygène il y a dans chaque bassin. Oui, et puis aussi, faut vérifier le pH de notre eau. Puis nous, les paramètres qui sont analysés par le ministère, c'est eux, ils vont avoir des échantillons à l'entrée, ce qu'on appelle l'affluent. Ouais. Puis ils en veulent aussi à l'effluent. Ça, c'est à la sortie de nos étangs. Okay. Eux, ce qu'ils veulent voir, dans le fond, c'est notre charge qu'on a au départ, comment que notre eau va aller, puis comment que notre eau est rendue à la fin de notre traitement. Donc, pour comment s'assurer elle est qu'on sale à l'entrée et comment elle est propre à la sortie. Ce qui est surtout important, eux, ce qui est beaucoup normé, c'est vraiment la sortie. Okay. À la sortie, ils veulent vraiment voir, on a vraiment des exigences très sévères à respecter. OK. Puis, si on parle des eaux propres, tantôt on était à l'usine d'eau, comment vous faites pour vérifier que l'eau est potable? Ben, de l'eau potable, ça reste que, tu sais, c'est un peu relatif, on va dire, c'est de l'eau douce. Je veux dire, on peut boire de l'eau d'un ruisseau, on peut boire de l'eau d'une rivière, mais il y a quand même toujours des organismes. Tu sais, je vous dis pas qu'à la sortie de l'usine, vous pourriez, on a vu ça, un maire qui prenait de l'eau à la sortie de l'usine. C'est quand même pas conseillé. Mais je veux dire, quelqu'un qui s'habituerait, qui a un système immunitaire en fonction de ça, peut quand même la boire. Parce qu'il reste qu'une eau, qu'on va dire, une eau distillée, qui a aucun minéraux, aucun nutriment. Oui, c'est de l'eau potable, mais je veux dire, on a besoin quand même de minéraux et de nutriments pour constituer notre pour rester en santé. Alors nous revoici, Luc, dans l'usine d'eau potable. On est venu ici pour faire notre séquence de questionnaire DTV. Alors, Luc, es-tu bien installé? Oui. Bon, c'est parfait. Tu es né où, Luc? Moi, je viens de Baie-Saint-Paul. Et tu es un Dufour? Oui. OK, donc tu es Luc Dufour de Baie-Saint-Paul. Oui. L'école primaire, tu l'as faite à quel endroit? À Baie-Saint-Paul, je suppose? À Baie-Saint-Paul, à l'école Forget. À l'école Forget. Donc, c'est vraiment, tu es de la région et tu as dû poursuivre tes études à l'extérieur. Oui, ben moi, après le secondaire, j'ai fait 1 an à la Malbaie, puis ensuite, je te allais faire une technique en génie civil au Cégep Limoilou. OK, donc à Québec. Oui. Et avais-tu des passions quand tu étais aux études? J'ai toujours eu une passion pour l'agriculture, okay. Les animaux, ces affaires-là. Ouais. C'est un peu familial. Et en fin de compte, qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de travailler dans le domaine? En fait, ton domaine d'études final, c'était, tu viens de le dire? Moi, c'est une technique en génie civil. Donc, le génie civil, ça reste, la technique en génie civil est quand même assez large. On va parler beaucoup de routes, des affaires de même, on va toucher aussi au sol, de la structure de bâtiment. Il y a du génie municipal aussi, il y a de l'arpentage. C'est un cours qu'on voit un peu de tout, mais on ne se spécialise pas vraiment. Et ça t'a amené à travailler où au début de ta carrière? Moi, quand j'ai commencé comme arpenteur. OK. Pour Dave Tremblay, un arpenteur géomètre de la région. Oui. J'ai travaillé 4 années pour lui. Ensuite, j'étais allé travailler à la ville de Baie-Saint-Paul comme technicien en génie civil. Eux, ils voulaient avoir un surveillant pour les chantiers, puis avoir quelqu'un aussi pour les aider au niveau de l'aqueduc, l'égout, ces affaires-là. Donc, en fait, si on regarde ton travail de tous les jours, c'est plus large que ce qu'on a vu aujourd'hui, bien entendu. Les travaux publics, ça va plus loin que ça. Souvent, c'est les municipalités qui forment le personnel au niveau de l'eau potable et de l'eau usée. On apprend un peu sur le terrain, mais on a quand même des certifications à aller chercher. Et peux-tu nous parler un peu de quelques défis que tu peux retrouver au quotidien dans ton travail? Bien, les défis, étant donné la tâche est quand même assez large. On parle, on a vu ici l'eau potable, l'eau usée. Des fois, on a des problèmes comme la semaine dernière, on est descendu dans un réservoir. Des fois, c'est les pompes doseuses. Ça, c'est notre quotidien, mais il change tout le temps. C'est jamais les mêmes problèmes.
Ensuite, on a l'entretien des routes. Là, on est en hiver, c'est le déneigement. L'été, on va avoir l'asphalte, les nids de poules, le balayage de rue, tout l'entretien, mettre la ville propre, comme on va dire. Oui. Il y a aussi le niveau, on va dire, ingénierie. C'est qu'il faut avoir une vision à long terme, faire les plans, présenter aussi au conseil un peu les orientations. Souvent, le conseil va avoir des volontés au niveau, bon, ici à Saint-Urbain, on a beaucoup le parc industriel, Oui. on a pas des développements. Moi, en amont de ça, il faut que je me prépare pour Des présentations, en fait, de ces projets-là? à réaliser ces projets-là Ah, aussi. d'accord. Tu sais, Oui. il y a une volonté de réaliser ces projets-là. Moi, mon rôle, c'est de justement faire ces projets-là, puis aussi de les faire à un coût raisonnable pour la municipalité. Quand on parle des études puis des défis que tu relèves au quotidien, penses-tu qu'il y a un lien quand même entre ce que tu as étudié et les défis que tu es capable de relever aujourd'hui grâce à tes études? Oui, puis je veux dire, les études qu'on a, là, moi je vous parlais tantôt de la technique en génie civil, Oui. on va chercher des connaissances de base, mais moi, même les professeurs m'avaient dit à l'époque, vous allez peut-être venir chercher ici 5 à 10 % de ce que vous avez besoin. Le reste, on va le prendre sur le terrain, mais il y a aussi ce qu'on voit au primaire pour secondaire. Souvent, des fois, quand on est jeune à l'école, on fait des mathématiques, on ne comprend pas trop pourquoi. Tu sais, on parle, des fois, les théorèmes, de la géométrie, des calculs, puis souvent, c'est de l'abstrait. Puis l'école nous permet de développer ces compétences individuelles, mais c'est des choses qui servent encore dans la vie de tous les jours. Là. Des fois, je parle, mettons, au secondaire, on avait des mathématiques qu'on ne savait pas. Pourquoi qu'on fait ça? Des quadratiques, c'est quoi? Là, je sais que je parle plus à des élèves de primaire, mais c'est des choses que moi, je vais me servir dans mon travail quand même aujourd'hui. Oui, donc au quotidien, tu retrouves encore ces notions-là et tu les appliques en fait. Oui. Maintenant, j'ai une dernière question, une avant-dernière question, pardon, pour toi. C'est échec et réussite. À quoi ça te fait penser quand on dit ces deux mots-là, l'un à côté de l'autre? Échec et réussite, c'est qu'il ne faut pas s'en faire des fois avec des échecs ou des difficultés. Souvent, moi, on m'a déjà dit que l'expérience était la somme de nos échecs. De nos échecs, oui. Ouais. C'est que souvent, on va plus apprendre des fois des périodes difficiles ou même des échecs que des fois nos réussites. On va voir des fois ce qu'on n'a pas fait de correct, puis ça nous pousse à nous améliorer pour justement atteindre la réussite. Maintenant, pour terminer, la dernière question. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, Luc? Qu'est-ce que je vais... actuellement, je travaille ici et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je veux dire, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est toujours une période changeante. Moi, on parle des fois d'intérêt ou de passion. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'agriculture. On y revient, oui. Oui. Des fois, c'est un à côté, tout ça. Moi, j'ai ma petite ferme, je m'amuse là-dedans. C'est sûr que, ça reste des hobbies, mais ce qui est important là-dedans, c'est justement, des fois, on a le travail, puis on a hors du travail, c'est quand même garder un contact. Oui, on peut se donner beaucoup au travail, mais il faut quand même être capable de décrocher aussi. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, comme moi, au niveau, là, je veux dire, ici, directeur de la municipalité, c'est que si on décroche jamais, maintenant, on va être tu sais, ça devient dur aussi pour le mental, tu sais, parce que des fois, que même, on se fait accrocher à l'épicerie, les gens qui ont des problèmes, des affaires de même. C'est bon d'avoir un à côté, puis d'autres activités qui sont hors du travail pour... Quand on arrive au travail, on a refait le plein d'énergie, puis on est prêt à... Donc, une sorte d'exutoire et quelque chose qui est une véritable passion pour toi, en fait. Oui. Fait que, Luc, je t'ai installé un petit crayon dans le pupitre. Si tu veux signer le pupitre de Découvre ton village. Alors, merci encore. Merci, Luc, pour cette entrevue et pour les visites de cet après-midi. Merci à vous aussi pour la visite. On a parlé du parcours de la goutte d'eau. Je trouve que c'est un beau principe à avoir aussi, c'est que souvent, les gens, on ouvre la champlure, il y a de l'eau qui arrive, puis l'eau s'en va, on ne sait pas où elle est allée. Dans ce processus-là, on voit toute la logistique. On a ici, pour que la champlure fonctionne, on a vu aussi au niveau de l'eau usée, c'est là que votre eau s'en va. Nous, on fait partie du cycle, quand même, de l'eau. On fait juste d'en prendre une partie et la renvoyer à la nature. Salut les amis! Aujourd'hui, nous avons découvert un aspect essentiel du village de Saint-Urbain. Avec Luc, nous avons visité l'usine d'eau potable, le réservoir de Tête et sa source Julia, et enfin, l'usine de traitement des eaux usées.
Nous avons appris que l'eau potable doit contenir un minimum de chlore lorsqu'elle est distribuée dans le réseau et que l'eau usée était traitée de manière naturelle grâce à des bactéries. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une autre facette de notre magnifique village. À la semaine prochaine!